j'ai rencontré Claude François par l'intermédiaire de son directeur artistique de l'époque, qui était Jean-Pierre Bourter, et qui a voulu me sonder. Il entendait mes disques à la radio, il trouvait ça sympa. Il a dit, je vais essayer avec Estardi, on va voir ce que ça donne. Donc il m'a apporté la bande du Lundi au Soleil, on l'a mixé, il était content, et on ne s'est plus arrêté. L'histoire a commencé là, ça a duré 25 ans. Je fréquentais Claude, c'était plus que fréquenter Claude. Claude, c'était, je dois le dire maintenant, c'était le meilleur ami que j'ai jamais eu. Et c'est le seul pour qui j'ai vraiment pleuré à sa mort. Parce que je fréquentais Claude, on allait au restaurant souvent ensemble, on discutait de beaucoup de choses, de ses journaux, des chansons qui avaient à venir. J'allais souvent, on était passionnés de cinéma l'un et l'autre, donc on allait souvent au Moulin, se faire des projections de films. J'étais très très intime avec Claude. J'ai d'ailleurs des lettres de Claude qu'une femme m'aurait jamais écrites, que je te montrerai un jour. J'ai des choses qui montrent que c'était vraiment le prince arabe, le mec extraordinaire. Je ne peux pas dire plus de Claude. J'ai une anecdote extraordinaire au sujet de Claude qui montre son côté généreux. Claude avait toujours l'habitude d'arriver en retard, tout le monde le sait. 1 heure, 2 heures, quand il venait. Et j'avais dit un jour, Claude, écoute, si tu es un jour à l'heure en séance, je te fais 20%. Tout le temps. C'était un vendredi soir, je me rappellerai toute ma vie. Claude, je vais dîner, évidemment, à 8 heures. J'arrive ici à 9h02. Et Claude était là, il me fait, alors ? Il n'est plus jamais arrivé à l'heure et je n'ai pas fait 20%. Les séances d'enregistrement se passaient toujours très mal. Et ça se finissait en général très bien. Les séances d'enregistrement se passaient avec Claude qui n'était jamais là. Il n'était jamais à l'heure, donc il venait jamais au studio. Les rythmiques faisaient un peu n'importe quoi. Et il avait la réputation d'être très perfectionniste, Claude. C'était pas vrai. C'était pas vrai parce que sa devise c'était je prends mon arrangeur préféré, je ne citerai pas son nom mais c'est aussi mon préféré, je le prends, il me coûte une fortune, il fait pas ce que je veux mais il me porte chance. Voilà le perfectionniste qu'était Claude. Alors les séances se passaient toujours dans un bordel pas possible, les rythmiques étaient faites, après des morceaux étaient refaits en Angleterre, on faisait des chœurs, on faisait des tas de choses, et Claude avait un grand tableau sur lequel il marquait ce qui devait être fait. Alors, ce tableau, il faudrait le retrouver, c'était extraordinaire, c'était une peinture. Et il marquait, il faudrait enregistrer des tierces, il faudrait mettre des trompettes, un unisson, des flûtes. Et tout ça, c'était fait Jamais une séance d'enregistrement s'est passée normalement, du début jusqu'à la fin, sauf un titre, qui était chanson populaire. C'est le seul qui soit resté dans sa genèse. Tout le reste a changé de ton, le téléphone pleure a été varispidé, ça veut dire ralenti, d'un ton et demi. Rien n'était au tempo. Le téléphone pleure, l'arrangeur de l'époque disait c'est une chanson de cow-boy, ça marchera jamais, il a pris trop vite. Donc on a une histoire et ça fait le tube que ça ne s'est jamais passé normalement. Et c'est lui qui portait tout sur ses épaules et qui donnait l'âme à l'affaire. Claude François avait des exigences particulières. C'est vrai qu'au niveau de la prise de son de sa voix, il avait besoin d'un ampli qui faisait plus de 100 watts pour le casque. Un ampli de casque, ça fait en général entre 1 et 2 watts. Donc, moralité, quand on envoyait la sauce dans le casque à une seule oreillette qu'il portait comme ça, c'était tellement fort qu'il se mettait à hurler. Il voulait dedans le pied de grosse caisse, la caisse claire, le piano. Et à la fin, pendant les derniers enregistrements, j'avais trouvé le système d'envoyer dans le casque ce qu'il voulait et d'envoyer en ambiophonie dans les haut-parleurs autour de lui les violons, les pianos et tout ce qui était harmonique. J'avais trouvé le système parfaitement à l'aise. Mais le système de casque, j'ai encore un casque qui traîne ici, où on voit l'empreinte de Claude qui s'est incrustée dans le casque tellement il chauffait. Il l'a lâché en criant, il s'est brûlé avec, il l'a lâché. Non, il n'y avait pas que ça, il y avait des exigences de montage. Claude n'assistait jamais au montage de ses voix, jamais. Claude nous faisait confiance, à Bourter et moi-même. On montait les voix et il nous disait attention, si vous vous gourez, je vous trouve retournant. Comme les mixages, en général, il n'assistait jamais. Il disait attention, je l'écouterai à la radio et gare à vous si ça ne me plaît pas. Ça, c'était Claude. Mais Claude n'était pratiquement jamais en studio. Il venait chanter. Il se défonçait pendant 20 minutes après avoir engueulé tout le monde. C'est mis en condition, on connaît bien le problème, en condition de nervosité pour donner de la pression. Bon, il engueulait son secrétaire, il m'engueulait moi, il engueulait tout le monde. Donc la pression était mise, il se mettait à chanter. Il faisait 4 pistes sans s'arrêter. Et après, il s'en allait. C'était les seules exigences de Claude. J'explique le prolongement de la carrière de Claude par le fait que Claude était un rythmicien hors pair. Il avait une façon de placer les mots il plaçait les mots comme un chanteur américain. Exactement.
même mieux. Il y a des versions de certaines chansons qu'il a faites mieux en adaptation que les originaux. Je pense d'ailleurs à Toi et le soleil qui est mieux que l'original. Et donc c'est normal que ça reste, puisque maintenant l'époque est au rythme, au tempo, à la rigueur. Claude était un as en la matière, c'était le meilleur de tous, je me régalais à ce niveau-là. Au niveau de l'enregistrement, je me suis régalé pendant 15 ans avec Claude. Parce que vocalement, c'était toujours très tendu, mais c'était parfaitement en place, les mots avaient leur sens, avaient leur valeur, et ils avaient leur valeur rythmique. Donc c'est complètement logique que Claude restait là. Toutes les tourneries rythmiques de Claude sont remarquables. Les chansons préférées de Claude, pour moi, c'est celles qui ont marché le plus. Je suis d'abord un commercial, donc j'en ai 3. J'ai 17 ans où il y a une émotion extraordinaire. Le téléphone pleure parce que ça fait 2 millions de disques et qu'on l'a réussi merveilleusement, que c'est une chanson merveilleuse. Et surtout la dernière, qui était juste avant sa mort, qui était Alexandrie, Alexandra. Où là, j'ai jamais vu quelqu'un se défoncer derrière un micro comme il l'a fait là. Jamais. J'ai appris la disparition de Claude François un samedi. J'étais ici, à cette place, avec Richard Anthony, en train de faire un mixage. Et pour contrôler ce mixage, je branchais ici un poste de radio avec une petite prise pour contrôler sur un poste de radio la qualité du mixage. J'enlève la prise et à ce moment-là, la radio s'est remise en route et j'ai entendu que Claude était mort. J'ai tout arrêté, j'ai foncé boulevard Exelmans et vous connaissez la suite. Le souvenir que je pourrais garder de Claude, c'est le souvenir d'un ami très cher que je regrette et quand il a disparu, le métier s'est arrêté. Malheureusement, je dois le dire. Le métier français s'est complètement arrêté. Il repart maintenant, mais il s'est arrêté. Parce que Claude était le phare de tout ce qui se passait autour de lui. C'était quand même lui qui donnait la note, qui donnait le diapason. Et ça, après sa mort, tout a changé. Je pense que Claude avait toujours en lui l'idée de la mort. Toujours. On en a longuement discuté dans certaines soirées. Et la preuve en est que le sigle de son entreprise, c'était un éclair. Il est mort d'un éclair électrique. Donc il avait au fond de lui peur de la mort, mais il est parti au bon moment. C'est-à-dire, il est parti au moment où il était le plus beau, parce qu'il était magnifique quand il est parti. Il était au sommet de sa carrière, au sommet de... Et je pense qu'il n'aurait pas continué. Il aurait fini par tomber comme tout le monde. Et c'est bien qu'il soit parti à ce moment-là. Il a atteint son seuil d'éternité. Et donc, il s'est rapproché de moi, comme ça, progressivement. On s'est plus quitté pendant 5-6 années au moins. Et puis, il venait me voir très très souvent dans le studio du Hit Parade. Il m'invitait beaucoup à des galas, à des interviews, au Martinez, puisque tous les étés, il avait son camp, il s'établissait au Martinez. Donc voilà, ça s'est fait progressivement. Moi, j'étais très en admiration devant lui parce que c'était quelqu'un de très très connu, très populaire, très talentueux, musicalement parlant. Il avait la fibre du public. Il savait ce qui allait plaire au public ou pas.